Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Je me suis enfin bougé les fesses et je vais enfin vous proposer mon tout premier bilan lecture. C'est vrai que la chaîne est ouverte depuis 1 an et demi maintenant et je savais jamais trop quoi dire en fait pendant mes bilans lecture. J'ai peur de soit trop parler, soit pas assez, je sais pas trop. Donc aujourd'hui ça va être un test, donc n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo ce que vous avez pensé et comment je peux améliorer ce format. L'une des choses qui m'a motivée à faire cette vidéo, c'est que je me suis acheté ce petit carnet de lecture chez Cultura. Donc c'est mon carnet de lecture par Hugo Roman que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'aime beaucoup ce format. Tout d'abord, ça me propose une pile à lire à définir au début du mois. Donc pour le mois de septembre, je m'étais fixé comme objectif de lire 7 séries différentes. Et pour le coup, j'en ai lu 6 sur les 7, donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'en vrai, Egregor, j'ai quand même lu les 2 premiers tomes, mais comme je savais que j'allais avoir la suite, je préfère tout lire avant de donner mon avis et une note sur cette série. Et du coup, chacune de mes lectures, je les répertorie dans un petit... des petits rectangles que je fais grâce à un pochoir que je peux retrouver tout au fond, qui est vachement pratique. Et du coup, grâce à ça, je peux vous dire que j'ai lu 89 mangas et 2 light novels ce mois-ci, au mois de septembre, donc plutôt un bilan très positif, mais en même temps j'avais beaucoup de temps libre. J'en ai déjà parlé, mais je m'étais fait opérer, donc j'ai eu 2 semaines où j'ai eu énormément de temps pour lire, donc je vais vous présenter tous ces titres. Tout d'abord, les 2 light novels que j'ai lus, ce sont Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 1 et le tome 2. Ce sont des énormes pavés de chez Lumen Édition que j'ai trouvé en occasion, les 2, à Gibert Joseph. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est des tomes qui valent 17 € et moi, en les trouvant sur Gibert Joseph, j'arrive à les avoir aux alentours de 11 ou 12 €. Ma lecture est très positive, de toute manière je connais déjà l'univers des Carnets de l'Apothicaire, mais concernant du coup le format light novel, qu'est-ce que je peux vous en dire en plus? Déjà c'est très aéré la manière dont c'est écrit, donc c'est super agréable, mais le tome 1 m'a un peu surpris parce que déjà je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'illustrations que ça. Voilà, des illustrations qu'on retrouve de temps en temps, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y en ait limite à chaque fin de chapitre, et c'est pas du tout le cas, il doit y en avoir 5 ou 6 tout au long de la lecture, et juste à la fin on a des illustrations en couleur qui sont absolument sublimes. Et du coup le tome 1 adapte toute la première saison de l'animé, pour vous faire une idée. Donc après j'ai enchaîné du coup avec le tome 2 qui fait la suite, et ce qui est bien c'est que le tome 2 dépasse déjà là où en est Ki-hoon, donc ça permet déjà d'apprendre de nouvelles choses. Et le seul petit point qui m'a un peu déçue, c'est la personnalité de Mao Mao est encore plus froide dans le roman. Donc c'est vrai que dans le tome 1, je l'ai trouvé assez antipathique, alors que dans le manga ou l'animé, je trouve qu'il y a des moments qui font qu'on l'apprécie quand même très vite. Alors que là, c'est vrai que ça prend pas mal de temps, et dans le tome 2, je trouve que c'est totalement corrigé, et on s'attache bien à notre protagoniste. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car là je vais vous présenter un peu mes lectures par thème, et à la toute fin je vais faire un peu un top, un résumé de mes lectures. Donc il y aura ma lecture favorite, ma découverte favorite, etc. Donc pour le time watch, n'hésitez pas à rester. En termes de webtoon, je me suis lu Ma sorcière à moi, qui est de chez Camondo Books, donc c'est le premier tome, donc c'était une découverte pour moi. C'est un univers extrêmement beau. Le trait de crayon est vraiment joli, franchement je le trouve sublime, mais c'est vrai que cette lecture m'a surprise parce que quand on voit la couverture comme ça, on s'imagine juste une belle histoire d'amour, et finalement c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est aussi beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Il y a clairement des passages sanglants dès le début de l'histoire, mais à part ça, j'ai vachement aimé parce que c'est une ambiance que je trouve on ne retrouve pas dans aucun autre webtoon. Donc c'est un point très positif pour moi là-dessus. L'histoire d'amour est absolument sublime, donc ça fait du bien. Franchement, je trouve que c'est une romance très mature et réaliste, mine de rien, qu'on voit pas forcément, enfin qui prend le temps de se mettre en place, et c'est agréable. Sans compter le sujet principal qui est du coup la détresse de la sorcière, du fait qu'elle soit immortelle. J'ai énormément aimé la construction de cette histoire. Malheureusement, je la trouve un petit poil décousue de temps en temps. Ça saute très vite du coq à l'âne, et ça m'a un peu perturbée.
Pour le coup, la fin du tome me faisait présager que c'était un one-shot et j'ai vu qu'il y avait une suite qui était annoncée, donc c'est vrai que ça m'a un peu surprise. Ensuite, une fin avec Le Secret des Wilson et son tome 3, qui pour le coup, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait dans ce webtoon. Encore une fois, c'est une lecture qui change de ce qu'on peut voir dans ce format-là. Les dessins, je trouve, sont très appropriés avec le style d'histoire que c'est. Donc en termes d'expression du visage, le fait que le fond de page soit noir, etc. Je trouve que ça correspond vachement bien. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la fois la fin était à la fois surprenante et attendue. Je saurais pas trop comment vous expliquer le ressenti que j'ai eu. Mais en tout cas, cette intrigue sur les mystères familiaux, etc., qu'est-ce qui s'était passé, c'était très plaisant à suivre. J'aime beaucoup cette petite série, du coup, qui se termine seulement en 3 tomes, donc ça, c'est pareil, un point positif. Le seul truc qui m'a un peu déplu, c'est que le tome 3, on sent que le rythme est beaucoup plus effréné que les 2 autres. Et il y a parfois des passages où je me suis vraiment dit « Ah ouais, vraiment, là, genre d'un coup, il se passe ça et ça enchaîne, pas de temps mort. » Donc ça peut un peu dérouter, je trouve. Ensuite, je me suis dit le tome 5 de Comment Raeliana a survécu au manoir Winged Knight. Pour le coup, c'est le tome que j'ai le moins aimé de toute la série. Il y a eu un côté assez déceptif parce que même si j'apprécie le fait que l'intrigue se complexifie, il y a pas mal de scènes qui m'ont un peu saoulée ou j'ai un peu soufflé, comme le fait que Raeliana repousse très régulièrement Noah, ce qui a tendance à me refroidir en tant que lectrice. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que Raeliana d'un seul coup commence à creuser son passé et je trouve qu'elle aurait peut-être dû le faire un petit peu avant. Et puis il y a eu en plus la rencontre entre Noah et Béatrice, où la scène est minuscule, ça dure vraiment qu'un tout petit bout de page, et je trouve soit ils en ont pas assez dit, soit ils en ont trop dit, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est très intriguant. Ça laisse supposer peut-être qu'il y a vraiment une attirance, qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, mais bon, de ce qu'on avait compris des autres tomes, c'était Béatrice qui avait instigé tout ça, donc je sais pas trop quoi en penser de ce tome-là, donc j'attends fortement le tome 6 pour continuer à me faire un avis. Pour terminer avec les webtoons dans cette catégorie, j'ai lu Business Proposal, le tome 2, qui est du coup un titre extrêmement humoristique. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment son atout majeur. Il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment en arrière-fond total. En plus de ça, les dessins sont sublimes. Et j'apprécie beaucoup qu'on passe de jolies planches comme ça, assez sérieuses, à d'un seul coup, des planches beaucoup plus humoristiques qui me font extrêmement rire. Donc pour moi, ça c'est une belle lecture que je valide totalement. Le rythme est assez bon, franchement, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas. Le seul truc, c'est que parfois je trouve que c'est un petit peu léger, ça manque peut-être un peu de substance, mais vu que c'est un manga, un webtoon surtout humoristique, en vrai je lui pardonne totalement, c'est souvent le cas dans ce style de lecture. Et dernier point, c'est les quiproquos qui peuvent être à la fois une force et parfois une faiblesse sur l'œuvre, parce que parfois il y en a qui sont la bienvenue, mais c'est vrai qu'il y en a tellement des quiproquos que je trouve que parfois ça fait parfois un peu trop de quiproquos et du coup ça perd un peu son côté surprenant et on dit ah encore un quiproquo, bon. Même si au final les quiproquos sont source de rire, donc on va dire que ça va, c'est plus validé qu'autre chose. Maintenant, je vais vous présenter les mangas que j'ai lus dans la catégorie action. Alors, c'est des catégories totalement subjectives, hein, c'est moi qui les ai définies. Alors, pour les webtoons, aucun problème, mais c'est vrai que c'est un peu action, fantasy, que j'ai regroupé un peu ensemble. Donc, je me suis lu les tomes 1 à 8 de Secret Service Maison des Ayakashi, une vieille série en arrêt de commercialisation qui traîne dans ma mangatech depuis un certain temps. J'avais acheté les tomes 1 à 4 ou 5, je crois, quand j'étais au lycée. Et ensuite, quand je me suis remise à collectionner les mangas, j'ai essayé de me trouver les autres tomes. Donc, sur JPR Joseph, j'ai réussi à trouver jusqu'au tome 8, sans avoir à payer des 1000 et des 100. Mais c'est vrai que maintenant, il me manque les 3 derniers tomes. Et j'ai voulu me faire une relecture pour savoir si ça valait le coup de dépenser mon argent pour avoir la fin de cette série. Verdict, oui, j'irai jusqu'au bout parce que finalement l'histoire est vachement plaisante, je la trouve très originale, je trouve que c'est vraiment un très bon mélange. De base, ça serait plutôt une comédie romantique, on pourrait croire, mais derrière, il y a une histoire vraiment sérieuse et il y a beaucoup de moments d'action qui sont démontrés et au-delà de ça, il y a une vraie réflexion dans l'intrigue que je trouve super intéressante. Du coup, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, le fond
de l'histoire. Par contre, le problème, c'est le rythme. Il y a énormément de passages inutiles dans ces tomes. Je dirais que presque un chapitre sur 2 ne sert à rien, ce qui est énorme. Et c'est vrai que ça m'a énormément frustrée au moment de ma lecture. Mais comme je vous l'ai dit, comme je suis très très fan de l'histoire, du fait qu'il y a un peu cette histoire de réincarnation, cette histoire que tous les personnages sont liés les uns avec les autres, peu importe la réincarnation où ils en sont, et la profondeur des liens entre tous ces personnages fait qu'on s'y attache énormément et qu'on a envie vraiment de les soutenir jusqu'au bout. Donc c'est une histoire qui est terminée en 11 tomes, qui est divisée en 3 parties. Du coup, j'ai réussi à lire la première et la deuxième partie, et il me manquera désormais la troisième. On voit également que c'est un vieux shoujo, car il y a parfois des passages un peu indécents qui, pareil, encore une fois, me sortent de l'histoire. C'est vraiment très compliqué de donner un avis sur cette série parce qu'il y a vraiment des côtés que j'adore, mais vraiment beaucoup, et d'autres qui me dérangent profondément. Donc au final, ça donne plutôt un avis mitigé, même si j'aime quand même ce manga. Une autre relecture que je me suis fait, c'est le tome 1 à 9 de Why Nobody Remembers My World. Je me suis intéressée justement à cette relecture parce que, pareil, j'avais le tome 10 qui est dans ma pile à achat depuis très longtemps, et c'est vrai que j'avais lu jusqu'au tome 5, et après je m'étais acheté jusqu'au tome 9, mais je les avais pas particulièrement lus, donc je ne savais pas si j'avais envie de continuer cette série. L'anime est sorti et je l'ai regardé, et je l'ai trouvé un peu léger, donc j'ai préféré me tourner vers mes mangas pour me refaire un avis. Et j'aime énormément l'univers du manga. Franchement, je suis assez conquise. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette histoire de réécriture qui, je trouve, est originale, parce que même s'il y a une ambiance un peu isekai, finalement, le fait que lui, il a connu une certaine version du monde, et que derrière, il y a un truc, on comprend qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui a réécrit le passé et qui, du coup, impacte le présent de manière assez forte. Donc on retrouve des personnages qui ont l'idée les premiers chapitres, mais qui ont un peu des personnalités différentes dans le nouveau. Et je trouve ça vachement intéressant. Les combats sont extrêmement beaux, et les dessins en général sont aussi très très plaisants, que ce soit les paysages ou encore les visages et les personnages. Donc au final, une lecture très positive. Je vous conseille largement le manga plutôt que l'anime. L'anime, franchement, j'ai trouvé vraiment très léger. Il saute énormément de passages qui apportent beaucoup de profondeur et beaucoup d'empathie pour les personnages. Donc je peux que vous conseiller ce manga. Le seul côté qui me déplaît, c'est que au fur et à mesure des tomes, on a tendance à partir sur un côté harem. Voilà, le seul garçon qui se souvient de quel est le passé, il est entouré de plus en plus de femmes. On comprend qu'elles sont un peu toutes intéressées par lui. Voilà, notamment dans ce tome-là, il y a eu une scène de bain qui n'était clairement pas nécessaire. Mais voilà. Mais comme j'aime beaucoup l'histoire, le côté mystérieux, les combats, les différentes races aussi, parce que les races, je les trouve assez bien faites, bien représentées, avec des bonnes caractéristiques propres, c'est au final validé, c'est très bien, c'est un bon moment lecture. On enchaîne avec le tome 17 de Togenanki, qui est pour moi un classique que j'aime vraiment énormément. Dans ce tome-là, on sent que l'arc est bientôt fini. C'est un tome avec énormément d'émotions, beaucoup de bromance, on va dire. Voilà, l'amitié est extrêmement importante et je trouve ça très bien représenté. C'est ça qui d'ailleurs donne ces moments d'émotion que j'ai pu ressentir dans ma lecture. Les combats sont toujours aussi magnifiques, franchement c'est un pur plaisir. J'espère vraiment que l'adaptation animée sera à la hauteur, parce qu'en termes de dessin, c'est sublime. Donc attention spoiler, je vais montrer une planche, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de passer quelques secondes. Mais voilà, pour que vous ayez un rendu, vous voyez à quel point les planches sont bien détaillées et dynamiques en termes de combat, et vraiment on en prend plein les yeux et plein la tête pendant toute la lecture du tome. Donc une lecture que je vous recommande chaudement. Toujours en action, forcément, je vais vous parler de Dandadan, le tome 13. Encore une fois, une très très bonne lecture qui est devenue un de mes classiques. J'ai beaucoup aimé parce que une bonne partie du tome est concentrée sur un personnage secondaire et le passé qu'il a eu. Je trouve ça très intéressant, ça développe vraiment ces personnages. Ils prennent le temps et c'est agréable. C'est ça qui fait qu'on est trop fan de l'univers de Dandadan et trop fan de ces personnages, parce qu'ils sont divers et variés. C'est franchement un pur kiff. Le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est que sur ce tome-là, il y a certains combats que j'ai trouvé un peu illisibles, où ça partait un peu trop en cacahuète. Mais à part ça, c'est toujours aussi bien, que ce soit leur amitié, les combats.
le passé des persos, il y a vraiment tout qui est super bien écrit. Voilà, comme j'ai dit, il y a juste le dessin qui est un petit peu péché pour moi dans ce tome. Et on en parle de cette planche à la fin là, qui est ultra badass, ça donne trop envie d'avoir le tome 14 en main. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de la boutique d'artefacts que j'avais hâte de lire parce que le tome 1, j'étais un petit poil mitigée, j'aimais bien l'univers mais je trouvais qu'il manquait d'un truc. Et ce tome 2 l'a totalement corrigé, il est beaucoup plus dynamique que le tome 1. Et malgré tout, on a une belle phase explicative sur notamment le puits au vœu. On a aussi une phase un peu de combat. Et le mystère s'épaissit dans l'histoire, donc c'est vraiment un sans faute. Il y a juste eu la petite phase un peu combat que j'ai trouvé un petit poil brouillon encore une fois, mais après c'est peut-être juste moi qui ai un peu de mal avec les scènes d'action à les trouver lisibles. Mais à part ça, c'est franchement un sans faute. Même elle au début je ne l'aimais pas du tout. Et dans ce tome 2 finalement je me dis finalement je me suis peut-être fait un avis un peu trop rapidement, même si au final on la voit pas tant que ça. Mais je vais continuer ma lecture de la boutique d'artefacts de Pacha Manga, qui est du coup un auteur français. Donc je vous le conseille si vous avez envie de vous lire un petit manga action mystère qui se passe à Paris. Je continue ma lecture de Kyuki no Adamana, le tome 2 de chez Meian, qui pour moi est un sans faute. Franchement, ma lecture a été très plaisante. J'ai adoré qu'on développe le passé de Kazura, j'ai adoré le fait qu'on développe le monde des Kami, ça y est, on en apprend un peu plus. Et surtout, la fin avec Beko était géniale, ça laisse présager vraiment de très bonnes choses pour la suite. En plus, c'est une toute petite série qui sera finie en seulement 4 tomes, et pour l'instant, je me régale, donc hâte de lire la suite. Et je trouve le dessin vraiment va très bien avec l'histoire, franchement que du positif. Je finis la catégorie action avec le tome 2 et 3 de Unnamed Memory que j'ai lu, que j'ai absolument adoré. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo achat, mais pour moi ça c'est un gros coup de cœur de l'année 2024. On est sur un univers fantastique. Il y a eu pas mal de phases de combat, surtout sur la partie du tome 3. Le monde est encore un peu mystérieux, n'est pas encore trop développé, mais la relation entre nos personnages commence un peu à évoluer. J'aime beaucoup le fait qu'on a le passé de Tinasha qui commence aussi à être abordé. On a eu l'apparition de monstres vraiment balèzes également. Donc vraiment 2 tomes très positifs qui m'ont bien mis dans l'ambiance. On a également des mystérieux mages qui sont apparus, donc on se demande un peu qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là. Et un point qui me fait extrêmement plaisir aussi, c'est malgré le fait qu'on pourrait croire que c'est un peu enfantin, pas du tout, hein, c'est notre héroïne, ou même les autres héros en général, s'ils doivent tuer quelqu'un, il n'y a aucun scrupule, il n'y a pas on les enferme dans un cachot, c'est non, on va les décapiter direct, on se pose pas la question, comme ça nos ennemis ils sont plus là. C'est vrai que c'est un côté qu'on voit pas trop, je trouve, dans les shonen, même si pour le coup c'est un seinen, qui parfois me dérange un petit peu. Là, c'est, je trouve, une réalité de la guerre un peu plus poussée que ce qu'on peut voir dans d'autres titres. Donc, avec des phases de combat qui sont, ma foi, très cool. On passe maintenant à la catégorie romance, et mine de rien, j'en ai quand même lu pas mal ce mois-ci. J'ai commencé avec The Ice Guy and the Cool Girl, le tome 9 qu'il fallait absolument que je lise. Déjà, que dire à part que c'est un pur plaisir pour les yeux. Il y a énormément de doubles planches absolument sublimes tout au long de la lecture. Comme par exemple celle-ci. Voilà comment vous dire que mon cœur a failli défaillir au moment de ma lecture. Je trouvais ça trop mignon. On a enfin une histoire d'amour naissante entre nos 2 protagonistes, et il était temps. Parce qu'un reproche que je peux faire à cette série, c'est que c'est quand même assez lent en termes de rythme et assez frustrant, je trouve, à certains moments. Heureusement, les personnages secondaires aident quand même à relever, je trouve, un peu ce niveau, parce que je les trouve un peu plus dynamiques, que ce soit l'autre couple que l'on suit, le 2e et 3e autre couple que l'on suit, qui, je trouve, redynamise un peu le truc. Et j'ai également énormément aimé parce que, mine de rien, Miyo a quand même des petits moments leadership où c'est elle qui prend un peu les rênes pour faire avancer leur relation, et ça fait plaisir. Bon, par contre, le seul truc aussi qui m'aurait un peu manqué, c'est je trouve que le time skip de 6 mois, c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu développer un petit peu, même s'ils les auraient fait en manière accélérée, ça aurait pu apporter un peu plus de profondeur à notre couple principal, encore une fois. Ensuite, je me suis lu L'amour est dans le thé, le tome 4, qui m'a, ma foi, bien plu, même si on est à nouveau sur une romance assez lente.
même si on n'est que au tome 4 et pas au tome 9 comme The Ice Guy and The Cool Girl. Mais encore une fois, pourquoi ils prennent autant de temps à se tourner autour, même une fois qu'ils sont en couple? Au bout d'un moment, faut... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, ça se passe pas du tout comme ça. Je sais pas si au Japon, c'est le cas, ou si c'est pour adoucir la chose, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour moi, ça me frustre. À part le fait que la romance soit lente, c'est un récit quand même relativement dynamique. J'aime beaucoup ce qui se passe, franchement on s'ennuie pas pendant la lecture. En même temps, vu comment il est peu épais, encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que sinon... encore plus frustrée, mais ça reste une lecture vraiment cocooning, voilà, c'est doux, c'est mignon, et le côté tranche de vie avec aussi la gestion de la plantation de thé est très intéressante, donc au final ça reste une très bonne lecture que je valide totalement. J'ai également lu A Sign of Affection, le tome 10, qui ma foi m'a pas mal surpris, notamment sur le personnage de Oshi. J'ai adoré la relation qui est en train de se construire entre Shin et Oshi est vraiment géniale, je m'y attendais pas et j'ai beaucoup aimé ces passages-là dans ma lecture. J'aime aussi le fait que du coup on s'intéresse un peu plus à nos personnages secondaires, c'est un point positif, malgré qu'en plus ce soit plutôt un tome important pour notre couple vu qu'ils emménagent enfin ensemble. Ce qui à la fois était très mignon et à la fois, je vais encore vous en reparler, c'est ce côté frustrant de la lenteur des choses. Yuki est totalement passive dans ce couple. Et certes, ça en fait l'une des romances les plus mignonnes que vous pouvez trouver sur le marché, mais c'est également extrêmement frustrant. Moi, je trouve que c'est pas du tout réaliste. Ils emménagent ensemble et la nana, elle arrive toujours pas à embrasser son mec. Non! C'est pas du tout réaliste. Et alors, le pire, ça a été la scène de la douche. Quand j'ai vu la réaction de Yuki, j'ai failli me dire « Oh mon dieu, je vais me mettre une balle, c'est pas possible !» Voilà, moi je trouve que au final, ces moments qui sont censés être mignons du fait qu'elle soit toute timide, moi, je trouve ça cringe en fait, que quelqu'un réagisse comme ça à l'homme qu'elle aime. Enfin bref, ça reste une lecture que j'aime, même si on pourrait croire le contraire au vu de mes commentaires acerbes, mais non, c'est pas le cas, j'aime cette lecture. On continue avec les romances avec The Blue Flower and The Ceramic Forest, qui pour le coup est un énorme coup de cœur. J'aime énormément la simplicité et la légèreté de ce titre, que ce soit en termes de dessin, de rythme ou en globalité. C'est un manga qui va à l'essentiel et vraiment la légèreté et la simplicité du trait vont très bien avec le style de récit que c'est. Je suis extrêmement fan des moments de Tatsuki qui, dans ce tome-là, est extrêmement mignon, franchement. Il y a une dose de mignonnerie dans ce tome, surtout de la part, en plus de notre protagoniste masculin, que je suis très contente de retrouver. On a également Aoko, notre personnage principal, du coup féminin, qui évolue, qui, ça y est, tourne la page sur son ancienne relation, et ça fait du bien. Et du coup, il commence à y avoir une hésitation qui se met en place, qui m'a un peu énervée parce que j'étais en mode c'est évident qu'il faut qu'ils terminent ensemble, mais au final c'est plutôt réaliste le fait qu'elle ait besoin justement de ce temps de réflexion, qu'elle ait besoin de se poser vraiment la question et de voir ce qui va se passer. Et la fin est absolument géniale, j'étais comme une dingue pendant ma lecture, donc j'attends le tome 6 avec énormément d'impatience. Je continue avec Le Vendeur du magasin de vélo, le tome 5, qui est encore une fois un titre très doudou, très cocooning, plein de douceur, ça fait du bien, c'est vraiment une bulle de confort et c'est une safe place totalement. J'ai énormément aimé ce titre parce qu'on en apprend beaucoup plus sur le passé de Panko, qui est du coup notre protagoniste, et c'est vrai que ça explique un peu plus sa personnalité un peu effacée. Ça ne me dérange pas qu'un personnage ait une personnalité effacée si on lui donne des raisons, s'il y a des choses qui fait que... si elle est juste tout le temps comme ça, moi je suis quelqu'un de timide de base, mais pour autant je vais pas non plus être quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. C'est vrai que c'est un côté des protagonistes qui peut parfois un peu m'énerver. Et là on a une vraie évolution de notre personnage et je trouve ça super agréable. De plus on a un avancement dans sa relation avec Ryuji, je crois. J'ai plus son nom mais il me semble que c'est Ryu quelque chose. Qui fait également du bien, donc ma foi un très bon tome 5. Le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il y a eu pas mal de facilités scénaristiques qui je trouve n'apportaient rien. Je parle notamment du flashback et de l'accident, voilà, si vous voyez à peu près de quel passage je parle. J'étais un peu en mode c'est bien, on sait maintenant que lui il la connaissait depuis un peu plus longtemps que ça, mais est-ce que ça apporte réellement quelque chose à leur relation? Je suis pas certaine.
On passe désormais aux comédies avec notamment All Guys Mixer de chez Soleil Manga qui était du coup un tome 1 que j'ai découvert, que j'ai énormément aimé. C'est du coup une comédie, donc il y a énormément d'humour, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans l'histoire. J'aime également le fait qu'on va suivre 6 personnages différents, donc c'est quand même assez conséquent mine de rien, et on s'attache vraiment aux 6 différents persos, donc je trouve que c'est un beau point positif. Les personnalités de chacun sont assez affirmées, donc ça rend le truc très fun, très facile à lire on va dire. Maintenant, il manque encore d'un petit truc, je trouve, peut-être un petit fil rouge, un petit fil conducteur pour vraiment que ce soit un beau coup de cœur. Un tome 6 qui déménage avec Mariage Toxine, le tome 6, c'était absolument génial en termes de lecture. On a un arc qui se clôture, qui ma foi était relativement classique, mais on a un nouvel arc qui est en train de se mettre en place et ça claque, ça promet vraiment de très belles choses. J'aurais pu le mettre en action, mais je trouve que l'humour prend plus le pas que l'action en vrai sur ce titre. On a un protagoniste qui évolue, on a des personnages secondaires qui évoluent aussi. J'adore la manière dont le hamster s'est exprimé, on va dire, à la fin de l'arc. J'ai énormément aimé ce qu'elle lui a dit, je trouvais ça très beau. Donc limite ça devient un peu ma favorite on va dire dans la course au mariage, mais on en apprend également plus sur le clan des poisons, des empoisonneurs qui ma foi m'a bien intriguée, m'a bien teasé et ça me donne envie d'en savoir encore plus. On a également la sœur de Gero dont on commence à la voir un peu plus dans ce tome et je pense qu'elle sera même plus présente dans l'arc en général, donc c'est du très très bon, je le valide à 200%, s'il vous plaît, lisez Mariage Toxine, ça vaut vraiment le détour. Et un antagoniste aussi qui claque sa mère, donc que vous dire de plus, à part que j'ai adoré. En comédie action aussi, on peut retrouver ma lecture de Kindergarten Wars, le tome 4, qui était encore une fois très fun. Je trouve malheureusement qu'il manque encore d'un petit truc pour que la série m'accroche totalement, ou pour qu'elle passe tout simplement dans mes séries favorites, mais ça reste un très bon moment lecture. J'aime beaucoup le côté humoristique, j'aime beaucoup les scènes de combat et comment le dessin un peu enfantin, très rond, tranche avec justement cette partie où il y a des balles et des bagarres à pleine balle. Donc, comme par exemple ce style de scène avec son visage tout innocent, on ne se douterait pas que c'est une assassine redoutable. Et on a, mine de rien, un petit début de relation amoureuse. Je ne suis pas encore certaine de ce que j'avance. Les prochains tomes pourraient nous réserver un petit moment mignon, romantique. Je trouve cependant que malgré l'épaisseur des tomes, ça manque un tout petit poil de développement. Comme je vous dis, il manque encore un petit truc pour me faire surkiffer la série. Et pour terminer en comédie, je vais vous parler de Solo Camping for Two, qui est un gros coup de cœur pour moi. Donc cette fois, on est au tome 3. Qui pour le coup, ça y est, il y a un peu de développement qui s'installe, on commence à apprendre un peu plus aussi sur le passé de notre protagoniste, donc c'est pas plus mal. On a un beau dessin, on a une ambiance chill, on a des nouveaux personnages qui font leur apparition, c'est un très bon cocktail pour que ce tome soit excellent. Et les planches sont sublimes, que ce soit les paysages, les personnages, ou encore les scènes tout simplement de bouffe qui font quand même bien saliver. Mine de rien, il y a quand même du développement qui commence à se faire également en termes de sentiments, notamment pour Gen qui commence à se rendre compte que finalement il apprécie ce duo, même si de base il n'en voulait pas. Donc pour moi c'est une comédie romantique qu'il faut absolument lire, surtout si vous aimez Au grand air, que j'ai déjà conseillé pas mal sur ma chaîne, et bah c'est un peu son penchant mais avec une dose de maturité et de romance en plus, donc forcément moi j'ai foncé dessus et je kiffe à fond. Bon, je vais déjà m'arrêter à là en termes de tournage pour aujourd'hui, mais du coup, vous me retrouvez tout de suite après une petite ellipse pour vous parler de la fin de mes lectures. Me revoici pour la fin de cette vidéo bilan lecture. Il me reste encore 3 catégories à vous présenter qui sont donc la catégorie tranche de vie qui fait partie d'une de mes catégories favorites. Après c'est une catégorie autre parce que je savais pas trop où les mettre, donc on y retrouve un peu de tout. Et pour terminer, je ferai mon top flop du mois de septembre, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir mes lectures favorites du mois. On commence la catégorie tranche de vie avec The Warrior Princess and the Barbaric King, le tome 3, qui est une série qui m'a fortement étonnée parce que sur le papier, je pensais que ce serait que de l'humour un peu graveleux et en fait, il y a de très belles thématiques à l'intérieur.
On a notre personnage principal qui a de plus en plus de questionnements sur sa place, sur sa société, comment elle a été construite, les préjugés qu'elle a également sur le pays contre lequel elle est en guerre depuis si longtemps. Et c'est vraiment très intéressant en fait d'avoir ce côté-là. Toutes les différences d'ethnie, toutes les différences entre les deux peuples sont abordées avec beaucoup de douceur et de bienveillance, qui fait que c'est un titre très good vibe. Et franchement, moi je suis trop fan de retrouver cet univers à chaque fois. En plus de ça, on a des persos secondaires qui ont commencé à être développés et un amour un peu naissant qui a l'air de commencer un peu à montrer le bout de son nez, qui me plaît énormément. Franchement, c'est une belle surprise dont je n'entends absolument pas parler. Alors forcément, si vous n'aimez pas le tranche de vie, je ne pense pas que ça vous plaira tant que ça, mais il y a quand même des côtés un peu action. En fait, on ne s'ennuie pas. Déjà, c'est très bien rythmé. Et en plus, effectivement, c'est ponctué de quelques petites scènes d'action parce qu'on suit quand même des guerriers à la base. Voilà, c'est un peuple qui est guerrier et Serah, notre protagoniste, est une très grande chevalière dans son pays, donc qui combattent des dragons, etc. Mais malgré tout, ce qui prévaut, c'est vraiment le côté la vie dans le village, les questionnements sur les différentes ethnies, justement, ça va être un peu sur le racisme, sur les ressources de chaque pays, etc. Donc, beaucoup de belles choses, je ne peux que vous conseiller ce titre. Les dessins ne sont pas les plus beaux, mais franchement ça va très bien avec l'histoire et il y a quelques belles planches, mine de rien, qui sont disséminées à travers le tome. En tranche de vie, j'ai également le tome 7 des carnets de l'apothicaire que j'ai lu. Ma foi, on va dire que maintenant c'est du réchauffé parce que voilà, j'ai lu la version Kiun qui est juste ici, j'ai lu le roman et j'ai vu l'animé. Donc j'avoue que quand je commence à lire la version Mana Books, c'est vrai que je le lis très vite parce que je connais déjà les événements. Mais ça reste rafraîchissant parce que dans la version Mana Books, c'est beaucoup plus rythmé que la version Kiun qui prend son temps. Donc ça reste quand même agréable, le dessin est moins beau également, mais c'est pas grave, ça reste quand même relativement agréable. Et d'ailleurs je trouve que ça colle un peu plus aux descriptions qui sont faites dans le roman personnellement. Et le tome 7 marque en gros la fin de la saison 1 de l'animé pour ceux qui l'ont vu, pour vous situer un petit peu avec notamment le combat entre Mao Mao et Lacan qui est le grand stratège. Franchement j'aime beaucoup à chaque fois ce qui se passe à ce moment-là, donc ça me fait toujours des émotions de le lire. Donc j'ai quand même pris du plaisir, même si comme je vous l'ai dit, aucune surprise. Très contente de retrouver ce mois-ci The Ancient Magus Bride, le tome 20. Ça faisait un long moment que je n'avais pas lu cette série, ça m'a fait très plaisir de me replonger dans cet univers. Le seul bémol, c'est que ça manque clairement d'un résumé au début du tome parce que franchement, il s'est passé énormément de choses dans cette série et c'est vrai que quand j'ai relu, j'étais un petit peu perdue les premières pages. Heureusement, c'est assez vite revenu. J'ai lu le tome 19 en plus pour me remettre un peu plus en jambes également. En tout cas, je suis absolument fan de l'univers. J'aime énormément aussi le noyau de personnages secondaires qui est en train de se construire. C'est une bande d'amis qui fait plaisir à voir avec beaucoup de personnalités différentes mais qui malgré tout coexistent très bien ensemble. Et on est clairement sur une fin d'arc et un nouvel arc qui commence à s'ouvrir. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour le nouvel arc, mais en tout cas, ça fait plaisir de passer à autre chose. Voilà, c'était un très bon arc, l'arc de l'école. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que va nous proposer l'auteur pour la suite. Et on ne crache pas bien sûr sur les petits moments Elias Chissé qui ont fait plaisir parce que c'est vrai que la relation entre les deux était un peu passée au second plan vu que les personnages secondaires avaient été mis à l'avant pendant cet arc, donc ça faisait plaisir de retrouver un peu cette complicité entre les deux. Ensuite on a Seven Times Loop, le tome 5 que j'ai mis du temps un peu à trouver en occasion, franchement. Pareil, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'univers, c'est pas celui que je préfère mais ça reste une lecture assez cool, franchement ça se lit sans prise de tête. Franchement, le dessin en impose, donc c'est vraiment un point positif. Faut vraiment que je regarde l'animé pour voir si c'est à la hauteur. En tout cas, ce qui m'a plu dans ce tome, c'est le côté géopolitique qui commence à être bien développé. Voilà, on sentait dans les tomes précédents que ça allait tendre vers ce style d'histoire. Et effectivement, ça se confirme avec ce tome 5 qui était, ma foi, assez intéressant de ce point de vue-là. De l'autre côté, on a la personnalité de Richer qui, je trouve, fait beaucoup du travail dans cette série parce que
voilà, elle est toujours active en fait, elle va jamais passive, voilà, elle va toujours chercher des solutions, elle va un peu mettre son nez un peu partout, donc on va être au courant de plein de choses, c'est agréable. Et en plus là on a eu, c'est vrai, un petit moment entre le prince et Richer qui a fait du bien, je trouve, en termes de petits moments mignons. Alors oui, Seven Time Loops, je le mets plus en tant que tranche de vie que romance, parce que la romance, je trouve, est vraiment en second plan. Ça va être vraiment le côté tranche de vie de Richer, de suivre sa vie, qu'on va suivre plus que ce côté romance. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. On reste un peu dans la même veine avec Bibliophile Princess, même si la romance est plus présente que dans Seven Times Loop. Je trouve encore une fois qu'on suit surtout le quotidien de Eliana, du coup notre princesse bibliophile, qui, mine de rien, va devoir commencer à se bouger l'arrière-train, parce que sinon je pense qu'elle va avoir des problèmes. On a des enjeux de plus en plus grands dans cette série, ce qui fait que c'est assez intéressant. En plus, j'ai adoré le personnage de la reine qui a été introduite vraiment dans ce titre, on la voit quand même beaucoup, et on la voit développer sa relation avec Eliana, avec à la fois de la bienveillance mais aussi une main de fer, hein. On comprend qu'elle n'a pas été couronnée reine par hasard, voilà, elle a dû se préparer à ce rôle et elle le maintient très très bien. Donc Eliana a beaucoup à apprendre d'elle, je trouve. Et puis c'est vrai que les nouveaux personnages qui, je pense, vont amener de nouveaux complots vont être assez intéressants. Donc je vais parler de Mathilda et de Miséral, si je me trompe pas, qui apportent, mine de rien, un vent de fraîcheur et qui, on sent, vont donner un petit coup de pied peut-être dans la fourmilière. Donc ça promet plutôt de bonnes choses pour les futurs tomes. La seule chose qui me dérange avec cette série, c'est que je trouve que parfois l'histoire est un peu brouillon. Voilà, c'est pas très fluide les changements. Et en plus, il y a énormément de choses implicites qui sont dites, mais parfois c'est un peu trop implicite et je ne comprends pas où veut aller l'auteur avec ses sous-entendus. Donc c'est vrai que ça aurait été bien, il parle beaucoup à demi-mot, ce qui est normal dans un contexte où il y a énormément d'ennemis autour d'eux, donc ils essayent de communiquer entre eux en disant à demi-mot qu'il faut se méfier de certains. Et même si je comprends qu'ils font passer des messages, parfois je suis pas certaine de comprendre totalement ce qui veut être dit. Et c'est vrai que ça me frustre un petit peu dans ma lecture, donc à voir ce que donnent les prochains tomes. Énorme coup de cœur en tant que tranche de vie, c'est Rose Bertin, qui est du coup un manga sur la mode que j'aime plus que tout. Franchement, ce tome 2 et 3 m'ont donné tellement de plaisir, c'est incroyable comment cette série est fluide, elle est belle, les planches sont absolument magnifiques, que ce soit les personnages qui franchement en imposent grave, ou encore les paysages, là, le détail sur les églises, etc. Franchement, je trouve ça assez impressionnant. En tout cas, je trouve l'agencement des pages vraiment dynamique avec ces doubles pages, ces cases centrées, parfois des grands paysages, parfois concentrés vraiment sur le personnage avec aucun arrière-plan pour vraiment se concentrer sur notre personnage. Tout est super bien dessiné dans ce manga. Et en plus de ça, on retrouve encore une fois des personnages féminins très forts, que ce soit Rose Bertin, notre personnage principal, mais aussi par exemple sa boss, tout simplement, sa patronne, où on a aussi Madame du Barry qui a beaucoup de personnalité, et dans le tome 3 on a l'introduction de Marie-Antoinette qui apporte beaucoup de fraîcheur, tout simplement, parce que c'est vrai que dans le tome 3 on ne parle quasiment que de l'arrivée de Marie-Antoinette. Un bon 2/3 du manga lui est consacré sur sa venue, quelles sont les étiquettes de l'époque à respecter, et je trouve ça à la fois très informatif, mais pas non plus trop lourd en termes d'explication, ce qui fait que la lecture reste fluide malgré tous ces faits historiques qui nous sont exposés. Et on a vraiment un sentiment de girl power, en mode, même si à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de faire grand-chose, et pas malgré tout, avec les cartes qu'elles avaient en main, elles savaient très bien jouer au jeu de la vie. Bref, l'histoire s'approfondit avec des complots, des nouveaux enjeux, et franchement, c'est un pur moment de plaisir, cette lecture. Je peux que vous la recommander, même si vous n'êtes pas forcément fan de mode ni rien. Moi, c'était pas le cas, je sais pas, je trouve que cette lecture est vraiment addictive. On termine cette catégorie tranche de vie avec l'auberge de la vie, qui est du coup un petit diptyque, alors même si le tome 2 est absolument énorme comparé au tome 1. Un petit diptyque sorti chez Akata qui est franchement très agréable à lire. On est vraiment dans le style d'histoire que j'adore. On suit la vie de plusieurs protagonistes qui vivent dans une auberge qui est juste à côté d'un précipice où les gens y vont pour se suicider, et beaucoup de ces personnes qui ont envie de mettre fin à leur jour s'arrêtent dans leur auberge avant de passer le cap. Et du coup, on a dans le premier tome plutôt un aspect qui va être développé sur les
clients qui passent dans cette auberge et pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les a amenés à aller sur cette pente glissante, on va dire. Et le tome 2 est plus centré sur tout simplement les tenanciers de l'auberge, qui sont du coup ces 4 personnages qui sont très intéressants. On a le passé des 4 personnages qui est plutôt détaillé, enfin pas non plus en profondeur, mais ça suffit pour vraiment s'attacher aux personnages et les soutenir. Et malgré que ce soit un diptyque, je trouve qu'on a une très bonne conclusion, une belle morale également à la fin. Et en plus de ça, on a un post-histoire de qualité, ce qui est franchement très très rare, je trouve, dans les séries. Moi, très souvent, quand la fin, genre dans le tome 2, on va dire qu'il y a... Ouais, la moitié, c'est la fin de l'histoire, et la moitié après, c'est du post-histoire. Et souvent, je m'ennuie dans le post-histoire, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette série. Donc j'en suis ravie, ça permet vraiment d'approfondir les relations encore plus entre nos protagonistes. Et je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un sentiment d'empathie en fait avec ces personnages. Il y a forcément l'histoire d'une de ces personnes qui va vous toucher, voire plusieurs. Donc c'était un très beau moment lecture. Je vais garder cette série, c'est sûr, dans ma mangatech. On passe à la catégorie autres. Comme je vous ai dit, je ne savais pas trop comment les classer. Avec tout d'abord The Summer Hikaru Died, le tome 3. Alors clairement, cette série, ce qui me fait tenir, c'est le côté très mystérieux parce que j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans ce village et ce qui se passe avec Hikaru. Mais à part ça, j'ai trouvé le premier tome et le deuxième tome plutôt plats et qui traînait un peu en longueur, mais ce tome 3 commence un peu à me réconcilier avec la série, notamment avec l'arrivée d'une bande d'amis. Voilà, avant on se concentrait beaucoup sur Hikaru et son meilleur ami, dont je me rappelle plus le nom, de Hikaru et Yoshiki. Et là, maintenant qu'on a les deux jeunes filles qui viennent se rajouter à la bande, je trouve ça plus dynamique, plus intéressant que juste se concentrer sur nos 2 personnages. On a également, je trouve, un petit volet angoissant, un peu psychologique qui, pareil, nous tient un peu en haleine. Mais à part ça, je trouve que ça traîne un petit peu en longueur, alors qu'on n'est qu'au tome 3. Je saurais pas dire pourquoi j'ai ce sentiment, mais je sais pas, ouais, j'ai l'impression que l'auteur, il se retient ou qu'il veut faire trop durer le suspense. Peut-être que c'est parce que je suis pas assez accrochée à l'histoire que je trouve que c'est un peu longuet. Mais je laisserai quand même une chance encore au tome 4. Par contre, ouais, j'espère que j'en vais en apprendre plus, sinon il y a moyen que je me désintéresse un peu de l'œuvre. Ensuite, un très très bon tome 4 de Mr. Maloblu, que j'aurais pu en vrai mettre en tranche de vue, mais je trouve que c'est plus une histoire psychologique qu'autre chose. C'est un magnifique tome, je suis toujours aussi fan des planches, des personnages, de tout ce qui se passe. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Et ils nous font toujours la surprise de nous mettre de magnifiques planches couleurs au milieu, absolument sublimes. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce tome. Ce que j'ai préféré, c'est la relation Aoi-Minazuki qui est vraiment feel good, good vibes. C'est une relation saine malgré tout ce qui se passe un peu autour d'eux. Et en plus de ça, on en apprend plus sur le passé de Minazuki qui franchement... ça fait du bien d'approfondir un peu ce personnage qui est très important, je trouve, dans l'histoire, surtout pour Aoi. Et on avait vraiment besoin d'en savoir plus, en fait, tout simplement. J'ai énormément aimé ce qui se passait, en tout cas, entre les 2 personnages durant tout le tome. Et en plus, Aoi commence un peu à s'assumer. On sent qu'il a retrouvé un peu l'envie de vivre, on va dire. Voilà, lui qui avait commencé le tome 1 clairement en dépression. Ça fait du bien de le voir vouloir changer des choses sur sa vie, vouloir s'assumer plus. J'ai beaucoup aimé la scène, on va dire entre guillemets, de confrontation. Ceux qui l'auront lu, vous savez de quoi je parle. Sinon les autres, n'hésitez pas à aller lire le manga pour voir ce qui se passe. Bref, vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré ce tome. Le seul point d'interrogation, c'est que je trouve que l'histoire aurait pu totalement se terminer sur ce tome 4. Mais il y a encore 2 tomes qui sortiront. Voilà, l'histoire se terminera au tome 6. Le tome 5 est sorti au Japon il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense que le 5 et 6 vont mettre du temps à arriver chez nous également en France, vu qu'on a rattrapé la parution japonaise. En tout cas, je me jetterai sur les prochains tomes dès qu'ils sortiront. Ensuite, une petite série qui franchement me hype bien, c'est Gifted, le tome 2, donc une série plutôt d'enquête, qui est un shoujo. Le dessin est vraiment très beau et très qualitatif. Et ma foi, notre duo de personnages fonctionne très bien, il y a une bonne dynamique entre les 2. Les enquêtes sont, ma foi, bien, franchement, j'ai pas été... Alors, on n'est pas forcément
surpris par ce qui se passe, voilà, on n'est pas surpris forcément par les coupables, c'est un peu prévisible, mais malgré tout, j'aime bien la manière dont c'est construit, le rythme qu'il y a, etc. dans les enquêtes. Là, pour le coup, dans ce tome 2, il y a 2 enquêtes qui sont résolues. Mais la preview qu'il y a à la fin du tome, franchement, me laisse présager que ça va s'améliorer au fur et à mesure des tomes, notamment avoir le fil conducteur avec le passé de ce personnage qui, j'espère, va être assez vite développé. Mais oui, il manque encore d'un petit truc pour que ce soit vraiment très cool. Voilà, là pour l'instant, c'est juste une lecture fun et agréable, mais je pense que ça en a sous le pied pour me surprendre avec la suite. Et pour terminer avec cette catégorie autre, avant de passer à mon top flop, il y a Love of Kill, le tome 1 et 2, donc toujours chez Béguet Dupuis, qui, pour moi, cette série, j'ai un peu de mal. Ce que j'aime dans cette série, qu'est-ce qui me fait tenir, ça va être le côté mystérieux de pourquoi, qu'est-ce qui se passe. En fait, je ne comprends pas pourquoi ce personnage est aussi attaché à celui-là, on ne sait pas encore trop. C'est une série, il me semble, terminée en 12 tomes ou 10 tomes, à peu près ce volume-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en attends plus. Le premier tome était extrêmement plat, le deuxième a réussi à me redonner un peu d'intérêt, mais je trouve que il manque quelque chose au personnage pour qu'il soit vraiment vivant, pour qu'il soit vraiment... pour qu'on ait vraiment de l'empathie pour eux et qu'on s'attache à eux. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Chateau, notre protagoniste, est plutôt antipathique, faut dire ce qui est. J'espère qu'en en apprenant plus sur son passé, peut-être que justement l'empathie va enfin arriver, parce que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Et ce qui sauve un peu le truc, je trouve, c'est notre autre protagoniste, donc cette fois masculin, qui est Song Young-ah, si je me trompe pas en termes de prononciation, qui pour le coup, lui, est vachement charismatique, donc je trouve que c'est plus lui qui fait tenir l'histoire pour l'instant que notre héroïne. Donc j'attends vraiment d'en lire plus, et en plus c'est une histoire où il y a très peu de dialogue, alors que les tomes sont extrêmement fins. Donc c'est une lecture extrêmement rapide. Ouais, je pense que j'aurais préféré qu'ils sortent des tomes un peu plus épais, qu'on ait un peu plus de consistance dans le tome, parce que là c'est vrai que ces 2 tomes-là me laissent largement sur ma faim. Et du coup, pour mon top flop, on va tout simplement commencer avec le seul flop de cette vidéo, qui sera du coup Kill Logger, que je ne peux pas vous présenter, tout simplement parce que j'ai déjà vendu la série, donc vous l'aurez compris, vraiment un gros flop pour moi. J'ai donc lu le tome 2 et 3, c'est une trilogie, donc j'ai lu toute l'histoire. Et c'est un peu ça le problème, j'ai envie de dire, c'est que ce soit seulement une trilogie. Alors le seul point positif que je peux dire sur cette série, c'est que j'ai pas mal aimé le côté un peu dualité morale entre la justice et le meurtre, parce que pour rappel de l'histoire, on suit un jeune homme qui a vu ses parents mourir sous ses yeux, se faire assassiner, et depuis ce jour, quand il pleut, il arrive à voir les visages des gens assassinés derrière le dos de leur meurtrier. Et un jour, une jeune fille va arriver dans son lycée et il va se rendre compte qu'il y a énormément de cadavres derrière son dos. Et mine de rien, ils vont faire un peu équipe ensemble parce qu'elle a une raison de tuer les gens. Et en gros, ils vont faire un petit binôme, même s'il est un peu contre au début. Donc c'est... Voilà, la relation entre les deux est, j'allais dire intéressante, mais pas tant que ça non plus. C'est quand même assez attendu, assez prévisible. Mais comme je vous l'ai dit, ce côté dualité entre eux, techniquement, ils tuent pour la bonne cause, on va dire, et le fait qu'ils commettent quand même des meurtres. Voilà, forcément, il y a un gros dilemme moral qui est posé et qui est intéressant à suivre. Qu'est-ce que j'ai à reprocher à ce titre? Déjà, on a des personnages qui pop de nulle part, je pense notamment aux journalistes, ou je pense également à l'amie d'enfance qui est tellement pas exploitée, genre elle est là sur quelques scènes, on pense qu'elle va avoir de l'importance et finalement elle ne sert strictement à rien. Ouais, elle apporte vraiment rien, je comprends pas, parce que j'ai clairement l'impression que cette série s'est fait axe, parce que elle est juste pas développée. Il manque tellement de choses. L'auteur introduit des thèmes, l'auteur introduit des tropes, et on se dit ça peut être intéressant, et finalement, ça n'aboutit pas. Donc c'est extrêmement frustrant tout au long de la lecture. Si je devais résumer ma lecture, c'est tout simplement une lecture non aboutie. Les relations ne sont pas développées, les intrigues ne sont pas développées, et la fin est catastrophique parce c'est pas une fin,
La fin, c'est pas une fin, c'est totalement ouvert. On dirait vraiment qu'il va y avoir une suite à cette série, et c'est pas le cas. Voilà, je vous conseille de passer votre chemin. J'avais envie de me faire une lecture un peu dans le thème d'Halloween. Je m'étais dit que ce serait une série qui serait pas mal vu le thème abordé. Et c'est totalement raté, donc n'hésitez pas à me conseiller une série un peu voilà dans cette ambiance halloweenesque qui faut un peu frissonner, mais pas trop non plus parce que faut dire ce qu'il y a, je n'aime pas trop l'horreur. Donc passez votre chemin sur cette série. Ensuite, je vais vous parler de la meilleure nouveauté que j'ai lue, donc pour lui, c'est un top. Il s'agit de Anna et le prince d'Albion. J'ai lu les 3 tomes actuellement disponibles dans le commerce et ça va être si dur d'attendre la suite parce que c'est un énorme coup de cœur pour moi. Il y a clairement un très bon rythme dans la série qui fait que la lecture est totalement addictive. Quand j'ai commencé le tome 1, je n'ai pas arrêté ma lecture jusqu'à ce que j'ai fini le tome 3 et j'avais vraiment un goût de reviens-y à la fin de ma lecture qui fait que je suis très impatiente d'avoir la suite. L'équilibre romance politique est très bien amené, je trouve. On a d'abord vraiment le côté politique qui est développé et ensuite la romance qui commence doucement à s'installer et même qui est, je trouve, assez surprenante dans la manière où elle est développée parce que je trouve que c'est pas abordé comme ça dans les autres séries, que ce soit Seven Times Loop, Bibliophile Princess ou tout ce genre de titres. Souvent c'est un peu tatillon, c'est beaucoup de non-dits. Là, on a 2 protagonistes qui ont des personnalités assez fortes et qui se rentrent un peu dans l'art directement, quoi. Que ce soit en termes de colère, que ce soit en termes d'amour, un peu de tout. Genre, dès qu'ils ont des sentiments forts, ils le disent et ça explose un peu entre deux. Mais c'est très très bien écrit et vraiment pendant tout le long de ma lecture, j'étais vraiment en mode fangirl absolue. Et je pense que c'est clairement un de mes couples préférés, un de mes ships préférés dans toutes mes lectures actuelles. Le manga est cru dans le sens où voilà, il n'y a pas de moments gênants, il n'y a aussi pas ce côté japonais qui m'énerve vraiment quand les relations vont à demi-pas, à demi-mot, etc. Voilà, là tout est exposé, que ce soit en termes militaires comme en termes relationnels, donc c'est-à-dire que si des têtes doivent être tranchées, elles seront tranchées. S'il y a du sang qui doit couler, il coulera. Et si une relation romantique doit exister, voilà, ils vont parler de la relation sans détour. En plus de ça, le dessin est franchement très joli, donc franchement, la lecture est vraiment agréable, il n'y a pas d'autre mot. Et franchement, les 2 personnalités de nos protagonistes fait vraiment tout le charme de cette série, donc je suis absolument conquise, vous l'aurez compris. Au cas où vous ne connaîtriez pas l'histoire, en quelques mots, on suit un pays qui est en guerre contre un autre pays et son père à elle, qui est un grand général de guerre, va se faire tuer par le pays du prince ennemi. Et elle va être envoyée un peu en tribu parce que son frère s'est fait capturer, etc. Et en gros, sa famille va l'envoyer au casse-pipe en mode tente de faire une alliance politique avec ce pays. Il l'envoie chez un comte qui est à la frontière, qui est censé faire des alliances, et finalement ça va pas du tout se passer comme prévu. Et finalement, le prince va un peu s'intéresser à elle et à son caractère parce que elle a été envoyée pour faire une alliance politique, mais son seul objectif, c'est clairement de couper la tête du roi du pays adverse. Et du coup, le prince va se rendre compte que, peut-être qu'il pourrait se servir d'elle pour ses propres objectifs. Et ils vont faire une alliance. Une alliance qui est assez improbable, assez détonnante, qui, comme je l'ai dit, est plutôt explosive, mais ça fonctionne très très bien. Ensuite, je vais vous parler de ma meilleure découverte, parce que Anna et le prince d'Albion est ce que je considère une nouveauté, c'est-à-dire qu'elle est sortie récemment, ce qui n'est pas le cas de Reaper. J'ai lu les 4 tomes à la suite, donc le tome 1 commence à dater, mais je viens seulement de découvrir cette série récemment. J'ai lu les tomes 1 à 4, c'était absolument génial. C'est une série française de Geronimo Cejudo, oui, on dirait pas que c'est un nom français, mais l'auteur est bien français, c'est une série absolument géniale. Le tome 4 est sorti à la fin du mois de septembre, j'en ai profité du coup pour me faire toute la lecture de cette série et c'est vraiment super bien. Je ne pensais pas aimer parce que c'est du post-apocalyptique et finalement c'est incroyable. Franchement, je suis soufflée de toutes les séries françaises que je lis actuellement parce que c'est vraiment très très bon et je trouve ça si dommage qu'on n'en parle pas. Alors je vois pas mal les tomes quand même
passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mais en soi, ça fait pas tant de bruit que ça, donc j'aimerais bien le voir plus sur les chaînes YouTube, parce que franchement, ça mérite de fou. Et en même temps, j'ai l'impression que le sujet n'intéresse pas forcément les gens, parce que quand j'ai sorti ma vidéo spéciale manga français, c'est une des vidéos qui a fait le moins de vues. Donc je sais pas, je pense que peut-être que les gens de la communauté sont pas attirés par ce style de lecture, mais c'est vraiment dommage parce qu'on a du très très bon chez nous. Donc dans Reaper, on a des scènes de combat absolument méga classe, franchement. Le dessin est sublime, les détails qui sont apportés aux bestiaires et aux personnages est fou. Franchement, t'es à fond dedans quand tu lis, quand tu tournes les pages de Reaper, c'est vraiment très dynamique et ça te donne vraiment envie d'avoir la suite. Voilà en termes de dessin ce que vous pouvez retrouver. Franchement, moi je suis extrêmement fan de ce style. Reaper, ça va suivre l'histoire en gros d'un monde post-apocalyptique où l'humanité s'est un peu fait décimer. L'extérieur est devenu extrêmement pollué, donc tous les humains sont regroupés dans un même endroit. Et il y a des clans qui sont envoyés pour gérer des zones, pour en gros éradiquer ceux qui les tuent, enfin des monstres qui ont un peu muté, etc. Sauf qu'un clan un jour va tomber sur un être humain qui vit totalement normalement dans l'extérieur, ce qui n'est pas normal. Et ils vont décider de le ramener du coup dans leur nid. Et de là forcément on va suivre pas mal de combats, pas mal d'enjeux mine de rien, parce que les clans se tirent un peu la bourre les uns avec les autres. Et le clan qui a trouvé du coup notre personnage principal qui s'appelle Junk, il est pas très très bien vu ce clan, donc c'est vrai qu'il y a un peu des guerres intestines. Dans le nid, ils savent pas forcément comment accueillir Junk, ils savent pas si c'est une menace, parce qu'il ressemble beaucoup aux ennemis qui combattent en général, mais eux ils disent que c'est plutôt quelqu'un qui est là pour les aider, et d'ailleurs Junk est totalement d'accord avec le fait de les aider, et il est très content de rencontrer d'autres humains, parce que lui il a toujours vécu seul. En tout cas, l'univers du monde post-apocalyptique, je trouve, est vachement bien expliqué, vachement bien posé et assez réaliste, mine de rien. Souvent, ouais, j'ai un peu du mal avec ce style d'univers, mais je trouve que là, ça reste léger, dans le sens où c'est... Alors oui, l'humanité s'est quasiment fait décimer, mais... Je sais pas, il y a un truc qui me convainc plus que dans d'autres histoires de ce style, et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc excusez-moi si je suis un peu brouillonne sur cette description. Bah, en tout cas, c'est un super titre d'action. Franchement, les combats sont hyper dynamiques, hyper vivants. C'est ça qui fait qu'on tourne les pages à une vitesse folle. Nos antagonistes sont également super intéressants et je trouve que pour avoir une bonne histoire, il faut forcément avoir de bons antagonistes. Et ici, on en retrouve plusieurs qui remplissent bien ce rôle, même s'ils sont encore très très mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'ils comptent faire, mais en tout cas, ça donne envie d'avoir la suite parce que je veux savoir ce qui se passe. Et le mieux, c'est le tome 4. Je trouve vraiment le tome 4 est vraiment l'apothéose des 3 autres tomes parce qu'on a une vision du passé qui est super intéressante, franchement, avec notamment Tarte aux pommes, hein, vous aurez la référence, j'espère, qui m'a bluffé. Je m'attendais pas à voir ça, ça m'a encore plus hypé et j'ai encore plus envie d'avoir la suite. Donc n'hésitez pas à vous procurer Reaper si vous aimez les mondes post-apocalyptiques avec pas mal de combats super badass. C'est trop cool. Ensuite, je vous présente la meilleure suite de série que j'ai lue, qui est L'Éden des sorcières, le tome 7, qui a été absolument incroyable. C'est un manga, je trouve, où on a un peu de mal à rentrer dans l'univers, notamment parce que les dessins sont un poil particuliers. Ouais, c'est très crayonné, mais malgré tout, je trouve qu'on s'y fait au fur et à mesure, et que l'auteur s'améliore au fil des tomes, et nous propose notamment ce style de planche qui, mine de rien, envoie quand même du lourd. On est clairement sur une fin d'arc pour ce tome et je suis super hypée pour la suite. Franchement, ce manga se bonifie de tome en tome et celui-là, c'est vraiment l'apothéose de tous les autres tomes. On a vraiment un sentiment de camaraderie qui s'est créé au fur et à mesure avec tous nos protagonistes, alors que pourtant, on en voit beaucoup dans la série. Franchement, c'est assez rapide en termes de rythme. Enfin, notre protagoniste passe vraiment d'un endroit à un autre assez rapidement, ce qui fait qu'on rencontre beaucoup de gens qui restent plus ou moins longtemps dans l'histoire, mais malgré tout, même si on ne les voit pas beaucoup, on s'attache très vite, je trouve, à tous les personnages, même aux antagonistes. Alors notre antagoniste principal, là, le chauve,
Lui, c'est un taré du slip, vraiment, je peux pas me le voir en peinture, genre dès que je le vois dans le manga, j'ai un sentiment de malaise. En plus, la manière dont il est dessiné, ça aide vraiment à le rendre imbuvable, j'ai l'impression. Mais même notre autre antagoniste, qui est Fruditilla, qui est du coup une sorte de magicienne sorcière, et ben on a appris son passé à l'intérieur de ce tome, et je l'ai trouvé, du coup ça a apporté tellement plus, je trouve, au personnage, qui m'a fait vachement compatir avec le personnage, et voilà, on comprend comment elle en est arrivée là. Et d'ailleurs, ça pose pas mal de mystères sur la suite de l'histoire, franchement, son passé, parce que je me suis un peu dit, est-ce que du coup notre personnage principal n'est pas en train de se faire avoir? Je ne sais pas trop. En tout cas, l'une des raisons qui a fait que j'ai adoré cette suite, c'est qu'il y a énormément de belles scènes d'émotion. Voilà, je suis passée un peu par toutes les émotions, la joie, la colère, la peur, la tristesse, bref, c'était très très touchant en termes de lecture, mais notamment c'était très touchant parce que, comme je l'ai dit, je me suis énormément attachée à tous les personnages. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur ce titre, franchement pareil, je le vois pas trop passer, mais on y suit l'histoire en gros d'une terre désolée, où il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien sur la terre, c'est plus que du sable et des cailloux quasiment. Sauf les sorcières qui arrivent à cultiver encore les plantes, mais malheureusement elles sont extrêmement mal vues, alors que techniquement elles pourraient sauver le monde. Du coup j'ai du mal à comprendre ce principe, en mode elles pourraient vous aider mais vous en avez peur. Mais oui, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, vous me direz. Et normalement toute sorcière est censée être en quête de l'Éden, qui est censé être un jardin rutilant, voilà. Et on y suit du coup l'histoire de Pili, une jeune sorcière qui est très naïve au début de l'histoire et qui va, quand elle va rencontrer des hommes, elle va un peu se faire avoir, on va dire, et on suit toute son épopée. Hein, en fait. C'est vraiment une épopée, c'est pas une histoire, c'est vraiment une aventure où on va suivre Pili dans plein d'endroits différents, comme je vous le dis, rencontrer plein de personnages, et c'est génial. Franchement, l'univers dans lequel on nous plonge est original et prend aux tripes, donc je vous le conseille. On change totalement de registre avec ma meilleure série finie. Voilà, je me suis fait l'intégralité de La Courtisane d'Edo au mois de septembre, donc c'est 12 tomes publiés chez Pika Éditions. C'est une série que j'avais très envie de lire suite à une vieille vidéo de Inès Scarlett, et aussi parce que c'est du même auteur que Blackbird, une série que j'ai vachement aimée quand j'étais plus jeune, donc j'avais envie de m'intéresser à une autre de ses œuvres. Et honnêtement, je pense que c'est largement mieux que Blackbird. J'ai été vachement étonnée par comment je me suis fait happer par l'histoire en fait, alors que je m'y attendais pas forcément. On retrouve des traits de shoujo très classiques et un peu old school, on va dire. Donc vraiment avec de très grands yeux, des traits très fins et très délicats, mais qui sont franchement sublime, ça marche bien. C'est vrai qu'à un moment donné, ça me tapait un peu sur le système, ce style de dessin shoujo avec vraiment les très très grands yeux et les visages tout lisses. Mais finalement, là, j'ai pris plaisir à redécouvrir ce trait-là. On y suit clairement une histoire d'amour passionnée, et c'est vrai que j'ai rarement ressenti un amour aussi passionnel, dans le sens où on le sent qu'ils peuvent plus vivre l'un sans l'autre, qu'ils feraient tout l'un et pour l'autre. Il y a énormément de respect également dans leur relation, ce qui fait que pour moi c'était un très bon point positif, parce qu'au début c'était mal barré, mais quand on lit les 2 premiers tomes, on peut se dire ouais, ça semble un peu classique, le mec il est un peu haineux, etc. Mais dès la lecture du tome, je sais pas, 4-5, on comprend vite qu'en fait c'est un amour irrépressible, un amour qu'ils n'arrivent pas à contenir, et c'est vraiment ça prend aux tripes, voilà, on est vraiment pris dans l'histoire, on est vraiment pris dans la romance, mais il n'y a pas que de la romance dans ce titre, et j'en suis ravie, parce que j'avoue que les 12 tomes, je me disais, ouais, 12 tomes qui tournent que autour de la romance, il y a moyen que je m'ennuie un petit peu, mais pas du tout, il y a des véritables enjeux, des véritables complots qui sont développés, et c'est absolument génial, parce qu'en plus ça se développe à l'époque d'Edo. Et à cette époque-là, il y a énormément de castes, il y a notamment la caste des guerriers, la caste des marchands. C'est ce dont on va parler le plus. Et en plus, du coup, dans cette histoire, on a aussi des différentes de castes pour notre relation principale. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est une jeune fille qui est de base une fille de guerrier. Son clan va se faire rétrograder parce que son père va se faire assassiner. Mais normalement, son clan n'aurait pas dû se faire radier de la sorte,
Donc on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui cloche dans cette histoire, et elle est déterminée à rendre ses lettres de noblesse à son clan, et pour ça elle décide d'elle-même de rentrer dans le quartier des plaisirs. Alors au début on sait pas trop pourquoi, mais on sait que c'est lié à ce fait qu'elle veut rendre service à son clan. On a une héroïne qui est extrêmement déterminée parce qu'elle veut faire passer l'honneur de sa famille avant tout le reste. Ça va être un très très gros sujet avec l'homme dont elle tombe amoureuse, parce que lui, en gros, il veut la libérer de ce quartier des plaisirs, il est prêt à la racheter, et il sait que si elle arrive à redorer le blason de sa famille, de son clan, eh bien elle lui deviendra totalement inaccessible. Elle en est également consciente, et c'est vrai que du coup c'est un petit côté un peu déchirant de la relation qui est très très agréable à suivre, qui met de la tension et du rythme. En plus, vers le tome 10, on arrive vers une fin de complot, et on a d'un seul coup un énorme plot twist pour la fin qui m'a trop plu, parce que je l'ai vraiment pas vu venir, et du coup le dernier tome est super agréable. On a eu l'impression que ça redistribuait totalement les cartes. Alors pas que ça redistribuait totalement les cartes, plus dans le sens où je m'y attendais tellement pas. Genre, je me suis dit, vraiment au fur et à mesure de ma lecture, je me suis dit, mais ça y est, c'est fini, le complot, il a été démonté, etc. Enfin, tout ce qui s'est passé, c'est bien terminé, entre guillemets. Et d'un seul coup, on nous sort un énorme plot twist en mode, finalement, c'est pas ce que vous croyez, il y a encore un autre méchant, voilà. Bref, ça m'a vraiment plu. Et c'est vraiment une lecture, comme je vous ai dit, qui m'a surprise, parce que je m'attendais pas à autant me faire avoir par un vieux shoujo comme ça. Je trouve qu'il a pas tellement en fait les vieux codes qui, je trouve, ont tendance à me déranger. On a une héroïne qui certes pleure pas mal, mine de rien, mais sa détermination et son courage font que ça reste un personnage fort, même si effectivement elle a ses faiblesses et qu'elle montre beaucoup ses émotions. D'habitude, je n'aime pas les pleurnicheuses, mais là, ça passe très bien. Et en plus de ça, notre personnage masculin est très très respectueux, je trouve, de l'amour qu'il porte à Akane, qui fait que on peut que le respecter en retour aussi, quoi. Et ça fait du bien, je trouve, dans un shoujo d'avoir un protagoniste mâle qui veut pas forcément faire passer ses désirs en premier, qui veut vraiment rendre heureux la femme qu'il aime, même si ce sera sans lui. Bref, si vous aimez les shoujo, je peux que vous le conseiller. C'est franchement une très très belle découverte, du coup, en 12 tomes. Il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements. J'ai dévoré les 12 tomes en 2 jours. J'étais franchement ravie de tout lire. Le seul petit bémol que je pourrais donner à cette série, c'est juste que peut-être ça aurait été cool de développer un peu plus les personnages secondaires. Notamment, il y avait une sorte un peu de deuxième romance qui aurait pu s'installer, qui a été vachement survolé, et c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit peut-être un peu plus approfondi en termes de passé de certains personnages. Et on termine cette vidéo avec le meilleur webtoon que j'ai lu de ce mois-ci, qui est le tome 3 de Mon vœu le plus sincère. Ça vous surprendra peut-être, sauf si vous avez vu ma vidéo achat, mais le tome 1 et le tome 2 de cette série ne m'avaient pas des masses convaincus. D'ailleurs, petit astérix, mais c'est une série française également de Kiri Manga, de Kiri Avocado, je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois français. Donc, cocorico, tant mieux, hein. Tout ce qui m'avait dérangé dans le tome 2 a été totalement corrigé, voire effacé dans ce tome 3. Je trouvais qu'il y avait un problème de rythme. Je trouvais aussi que les scènes d'humour avaient tendance à popper un peu de nulle part. Et là, je trouve qu'il y a plus de liens, que l'histoire est mieux construite. Dans le tome 1 et 2, j'avais l'impression que c'était juste une succession un peu de strips qui étaient mis bout à bout, donc qui manquait clairement d'un fil rouge, qui manquait clairement de liant. Dans ce tome 3, je trouve que tous les chapitres se sont enchaînés de manière très fluide, ce qui m'avait clairement manqué dans les autres tomes. La relation Happy et Prince commence vraiment à se développer, et ça devient enfin intéressant, parce que c'est vrai qu'on était beaucoup... Dès le tome 1, ils teasaient un peu cette relation, mais c'était vraiment pas évident. Enfin, j'avais vraiment l'impression que ça allait jamais se concrétiser de la manière dont c'était écrit, mais ça y est, nos personnages communiquent enfin, et ça fait du bien, et ça fait avancer non seulement la relation, mais ça fait également avancer l'histoire. Et sinon, le gros point positif aussi que je trouve dans cette série, c'est qu'il y a de très très belles amitiés. J'aime beaucoup les relations en fait entre les amis, entre la bande d'amis
de Happy qui, je trouve, fait du bien. C'est un vrai baume au cœur. Parce que c'est important d'être bien entouré, même si on a une famille nulle, on va dire. Si on a de bons amis, si on a de belles personnes à côté de nous, même si parfois on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, c'est pas grave, ça permet quand même d'être soutenu et de pouvoir traverser toutes les épreuves. Et comme je l'ai dit, le rythme s'est vachement amélioré dans son tome, donc franchement j'espère que le tome 4 sera dans la même lignée, parce que ce tome 3 m'a vraiment régalé. Voilà qui conclut mon top flop et ma vidéo bilan lecture. Elle est extrêmement longue, donc j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir tous mes avis lecture. C'est une vidéo que je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'ai assez détaillé, est-ce que j'ai pas assez détaillé, est-ce que je dois mettre par exemple des spoilers alertes parfois à certains endroits, je ne sais pas trop. Bref, comme c'est une première pour moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je pourrais améliorer ce format et s'il vous a plu, si vous avez envie de le revoir ou non hein, d'ailleurs, hein, sinon ça évoluera peut-être d'une autre manière. Hein. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!